De combien de personnes avons-nous besoin pour créer une nouvelle civilisation? Non, pas sur la Terre, mais sur Mars. Et dans des conditions limitées. Si nous créons cette colonie et que nous l'envoyons sur la planète rouge, à quel problème sera-t-elle confrontée? Comment ces gens pourront-ils survivre aussi loin de chez eux sans aucun soutien? Une récente étude scientifique apporte un éclairage sur ces questions. Jetons-y un coup d'œil. Mars est la 4e planète la plus proche du Soleil et la 7e du système solaire en termes de taille. La planète rouge ressemble beaucoup à notre Terre. D'ailleurs, avant de devenir un désert sans fin, elle aurait même pu ressembler à la Terre actuelle. Il y a des millions d'années, il y avait de l'eau, des océans, des plantes et, qui sait, peut-être même de la vie. Ne serait-ce pas fantastique de remettre toutes ces choses à leur place? Il n'est pas étonnant qu'on parle de colonisation de Mars depuis si longtemps. Aujourd'hui, la société SpaceX affirme que son projet de vaisseau interplanétaire pourrait acheminer 100 personnes sur Mars. Le propriétaire de l'entreprise, le milliardaire Elon Musk, a parlé de créer une flotte qui pourrait fournir un flux constant de ressources vers Mars. Mais quel est le degré de réalisme de tous ces fantasmes? En réalité, il n'est pas très élevé. Avant d'envoyer des gens sur Mars, il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'exposition très forte aux radiations, les sols toxiques, la faible gravité, les basses températures et toutes sortes d'autres choses plus ou moins désagréables. Et ce n'est que le début. Il faudra au moins quelques décennies pour créer un véhicule capable d'atterrir sur Mars et d'en revenir. Mais faisons une expérience de pensée et imaginons qu'on décide finalement de coloniser Mars. Comment les choses se passeront-elles? Récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude sur ce sujet. Cette étude s'intitule « Nombre minimum de colons pour survivre sur une autre planète ». Son auteur s'appelle Jean-Marc Salotti, professeur à l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Son article a été publié dans la revue Scientific Reports. Comme tu l'as deviné, l'étude cherche à savoir comment on pourrait coloniser une autre planète, de combien de ressources on a besoin, comment cette colonie devrait vivre, quel genre de tâches elle devrait effectuer et combien de temps cela prendrait. Et bien sûr, la question centrale de combien de personnes on a besoin pour tout cela. Essayons de répondre à toutes ces questions. Imaginons que nous soyons entrés dans un avenir merveilleux. Enfin, pas vraiment. Un avenir terrible en fait. Dans son étude, Salotti suggère que la vie sur Terre est menacée par un événement catastrophique. La seule façon pour l'humanité de survivre est donc d'aller sur Mars ou sur une autre planète. Dans ce scénario imaginaire, malheureusement, l'approvisionnement en provenance de la Terre a été interrompu. On a même carrément disparu. La colonie doit maintenant subvenir à ses besoins toute seule, d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'on rencontre déjà un certain nombre de problèmes. Par exemple, on ne sait pas si les habitants de la colonie travailleront bien ensemble. Vont-ils communiquer entre eux comme des êtres humains normaux? Vont-ils partager leur temps et leurs ressources comme il se doit? Les humains ont cette fâcheuse tendance à gâcher les choses pour les autres humains. C'est même à cause d'eux qu'il a fallu fuir sur Mars. Mais même si on oublie cet élément, qu'en est-il des questions d'organisation? De quels équipements disposons-nous? Avec quoi allons-nous extraire les ressources? De quelles compétences aurons-nous besoin? Tu sais quoi? Qui s'en soucie? Dans notre cas, ces choses n'ont pas d'importance. Tout ce qu'on sait, c'est que la colonie ne dispose pas de beaucoup de ressources et d'équipements initiaux, et que le facteur humain est absolument imprévisible. Les chances de survie sont donc assez faibles, mais il faut survivre d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, Salotti décrit deux choses qui auront un impact énorme sur notre survie. Ces éléments sont en quelque sorte les variables d'une équation mathématique. La première est la disponibilité des ressources locales. Il s'agit essentiellement de l'eau, de l'oxygène et de toutes sortes d'éléments chimiques utiles. Ces ressources doivent pouvoir être extraites d'une façon ou d'une autre et être faciles à utiliser. Heureusement, on ne part pas de zéro. On en sait déjà beaucoup sur Mars. Quelles sont les ressources qui s'y trouvent? Comment peut-on les utiliser pour le maintien de la vie, l'agriculture et la production industrielle? La colonie a de la chance, car tout cela a été étudié lors de divers séminaires et publié dans des rapports et des livres au cours des dernières années. Grâce à cela, on sait ce qui sera disponible pour notre colonie. Par exemple, on sait que des gaz peuvent être extraits de l'atmosphère et des minéraux du sol. Sur Mars, on pourrait avoir du fer, du verre et même des composés organiques.
Le problème le plus important est la durée de vie de l'équipement avec lequel nos nouveaux martiens commencent. Ils devront obtenir autant de matériaux que possible avant que les outils ne se cassent. Les maintenir en bon état sera presque la tâche la plus importante. Le deuxième facteur est la capacité de production ou la vitesse de travail. On a une liste précise de choses à faire. Fabriquer des outils par exemple, et tout ça doit être fait en quantité suffisante dans les délais impartis. Selon Salotti, l'élément le plus important sera ce qu'on appelle le facteur de partage. Imagine une personne qui tente de survivre sur Mars. Elle devra accomplir toutes les tâches par elle-même. Elle devra trouver ou construire son propre système d'approvisionnement en eau potable, en oxygène et en électricité. On a eu un aperçu de ce que ça peut donner dans le film Seul sur Mars. Ça n'a pas été facile. Il n'y a jamais assez de temps et c'est trop difficile à gérer pour une seule personne. À moins d'être Matt Damon, bien sûr. C'est pourquoi on a besoin d'une colonie assez importante, ce qui permet de répartir les tâches de manière significative. Chaque personne dépense moins d'efforts, se fatigue moins, et par conséquent, l'efficacité et la rapidité du travail augmentent. C'est là que le facteur de partage entre en jeu. Il ne nous reste plus qu'à calculer ce nombre de personnes. Si par exemple, on cherche à construire quelque chose, de combien de personnes a-t-on besoin pour le faire rapidement et efficacement ? Comment peut-on optimiser le travail autant que possible ? Cela dépend des besoins de ces personnes, des ressources disponibles, de facteurs aléatoires comme la météo, etc. Mais en général, ce nombre peut être estimé et calculé à l'aide de certaines fonctions mathématiques. Salotti décrit ces fonctions plus en détail dans son article. Tu peux le lire si ça t'intéresse. Mais pour résumer, il décrit 5 domaines qui doivent être pris en compte lors du calcul de ce nombre. Ces domaines sont les suivants: la gestion des écosystèmes, la production d'énergie, l'industrie, les bâtiments et le facteur humain. Le facteur humain comprend des éléments tels que l'éducation des enfants, les sports, les jeux, la musique, etc. En fin de compte, tout se résume à 2 choses, le temps dont on dispose et la qualité de la collaboration entre les membres de la colonie. Mais alors, quel est le résultat de tous ces calculs ? En fin de compte, Salotti a découvert qu'il faudrait au moins 110 personnes pour survivre sur Mars. C'est le nombre minimal nécessaire pour créer une civilisation autosuffisante. Et il est préférable de ne pas emmener trop de monde non plus. Plus nous serons nombreux à bord du vaisseau spatial, plus il sera difficile de prédire les résultats. Après tout, comme on l'a déjà mentionné, les humains gâchent toujours les choses pour les autres humains. C'est pourquoi il est préférable de s'en tenir à environ 110 personnes. Bien sûr, il s'agit d'une estimation. Et il existe un grand nombre d'hypothèses et d'incertitudes. Mais ce chiffre est déjà très utile. Les scientifiques savent désormais quel est le nombre minimum d'habitants pour la colonisation d'une autre planète. C'est une mission très complexe et il nous faudra beaucoup de temps pour la mener à bien. Il est très peu probable que nous nous envolions vers Mars dans un avenir proche. Cela pourrait prendre plusieurs décennies, voire un siècle. Par conséquent, la meilleure solution serait de faire de notre mieux pour sauver notre Terre jusqu'à ce que nous puissions commencer à conquérir d'autres planètes. Coloniser d'autres planètes, c'est un peu l'aventure cosmique suprême. Ce défi a nourri l'imagination des hommes pendant des siècles et nous en rêvons encore aujourd'hui. L'une des meilleures candidates est la planète Mars. Ce n'est pas surprenant. Mars est une planète rocheuse qui ressemble à la Terre à bien des égards, et sa surface présente même d'anciennes traces d'eau. Cela en fait donc une destination de choix pour la colonisation. De nombreux scientifiques travaillent sur des projets visant à envoyer des humains là-bas afin d'y établir une communauté permanente. Mais y a-t-il d'autres candidates ? Il y a de nombreuses planètes et lunes dans notre système solaire, alors pourquoi ne pas se tourner vers d'autres destinations ? Par exemple, Cérès. Cérès est un véritable joyau. C'est une planète naine, pas une planète à part entière, tout comme Pluton. Elle se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est minuscule. Elle fait à peu près la taille du Texas. Alors, pourquoi la choisir ? Parce que Cérès pourrait abriter de précieuses ressources. Sa surface est couverte de cratères et d'autres particularités géologiques. Et les scientifiques pensent qu'au-dessous, il y a une épaisse couche de glace d'eau.
ce qui signifie qu'en profondeur, il pourrait y avoir un océan d'eau liquide. Si c'est le cas, Cérès pourrait constituer une précieuse ressource pour nos futures missions. Elle pourrait fournir l'eau nécessaire à notre exploration du système solaire. Alors, pouvons-nous la coloniser? Et si oui, comment faire? En fait, de nombreux scientifiques et passionnés de l'espace ont proposé cette idée. Pour coloniser Cérès, il faudrait utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées pour établir des colonies sur la Lune, sur Mercure et sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Et ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste trouver comment s'adapter à une atmosphère très ténue, à des températures extrêmes, à la pression et à tout un tas de choses désagréables. Mais gardons espoir. Au final, il ne s'agit que d'une question de ressources. Nous aurons besoin d'eau, de minéraux et d'autres matières premières. Ainsi, nous pourrions créer une colonie autonome. Et par chance, Cérès en regorge. Nous commencerions par installer des habitations dans les cratères. Nous construirions des dômes pour nous protéger de toutes sortes de dangers, comme les radiations. Nous exploiterions également le régolithe de la ceinture d'astéroïdes. Le régolithe, qui est la partie du sol recouvrant la roche-mère, résulte d'une altération cosmique. C'est un peu comme la couche superficielle de la surface lunaire. Pourquoi en avons-nous besoin? Parce que nous pourrions l'utiliser pour imprimer en 3D des fondations près de la glace, afin que nos bases soient situées près de l'eau. Nous utiliserions ensuite ces fondations pour imprimer d'autres structures, comme des maisons. Nous collecterions également de la glace et des molécules organiques pour créer de l'eau. Et en combinant l'eau avec le régolithe, nous obtiendrions un sol dans lequel faire pousser des plantes et de la nourriture. Merveilleux! Il y a aussi une autre option, créer une colonie sous le sol, c'est-à-dire juste à côté de la croûte glacée de la planète. Si dans l'avenir notre science nous le permet, nous pourrions accélérer la rotation de Cérès. Ça a l'air fou, mais ce serait très bénéfique. Cela nous aiderait à créer une gravité artificielle dans les colonies souterraines. En parlant de gravité, tout ça est bien intéressant, mais parlons des difficultés qui nous attendent lors de cette colonisation. Pour nous installer sur Cérès, nous devrons relever un certain nombre de défis. Tout d'abord, développer une technologie nous permettant de nous rendre sur cette planète. Soit des vaisseaux capables d'effectuer des vols de longue durée dans l'espace lointain. Pour cela, il nous faudra d'abord créer une technique de propulsion nucléaire thermique ou nucléaire électrique, et un type de carburant extrêmement performant. Ensuite, il nous faudra une technologie capable de préserver la vie sur ce petit monde rocheux, c'est-à-dire des outils pour extraire et utiliser les ressources disponibles. Et comme il n'y a pas d'atmosphère sur Cérès, nous devrons porter des combinaisons et vivre dans des habitats pressurisés. Et ce n'est qu'un début. Vivre sur cette planète ne sera pas une mince affaire. Par exemple, comment faire face aux températures extrêmes, ou aux radiations, ou encore à la gravité incroyablement faible évoquée plus haut. Ce dernier point est certainement l'un des plus gros problèmes. La gravité de Cérès ne représente que 3% de celle de la Terre. Tu ne voudrais pas t'envoler dans l'espace pendant que tu joues au football, n'est-ce pas? Mais le fait qu'un simple bond puisse t'entraîner dans un voyage sans fin n'est pas le seul problème. Même si tu restes à la surface de la planète, tu rencontreras les mêmes soucis que les astronautes de la Station spatiale internationale. Par exemple, une perte de masse musculaire, une diminution de la densité osseuse, une baisse de la vision, une détérioration du système cardiovasculaire. Eh ben, qui aurait cru que la gravité était si importante? Si nous voulions survivre sur Cérès, il nous faudrait donc soit un tas de médecins, soit une gravité artificielle. Et n'oublie pas que cette faible gravité ralentira aussi notre travail. Bien sûr, nous ne pouvons aller nulle part sans argent. Coloniser Cérès coûtera extrêmement cher, surtout si l'on tient compte de tout ce qui précède. Mais Cérès est quand même l'une des meilleures candidates pour la colonisation. Par exemple, on y trouve beaucoup de méthane et d'ammoniac. Ils peuvent être transformés en combustible ou en azote gazeux.
Alors, pourquoi ne pas s'en servir pour coloniser Mars et Vénus? Cette faible gravité a quelques avantages. Grâce à elle, le lancement de véhicules spatiaux serait grandement facilité. Nous gaspillerions beaucoup moins de carburant et les voyages entre Cérès et d'autres planètes seraient beaucoup moins chers. Ainsi, même si Cérès ne devient pas notre résidence permanente, elle peut devenir un bon pôle de transport, une espèce de gare spatiale. Nous pourrions l'utiliser comme base pour extraire des matériaux utiles dans la ceinture d'astéroïdes. Ensuite, nous transporterions tout ça vers Mars ou vers la Terre. Elle pourrait également devenir une station de ravitaillement pour les vaisseaux qui voyagent au-delà du système solaire. Toute cette science-fiction est plutôt géniale, n'est-ce pas? Mais je crois que toute tentative de création d'une base permanente dans la ceinture d'astéroïdes devra attendre. La colonisation d'autres planètes est une tâche difficile et complexe. Elle nécessitera la coopération et l'expertise de nombreuses personnes différentes, ainsi que le développement de nouvelles technologies et la résolution de nombreux problèmes. Avant d'aller sur Cérès, nous devons construire des infrastructures sur la Lune, sur Mars et quelque part entre les deux. Sinon, l'entreprise coûtera beaucoup trop cher et échouera très probablement avant même que nous ayons pu atteindre la planète naine. Mais plus nous créerons de colonies, plus nous aurons de chances de nous installer un jour sur Cérès. Cela ouvrira non seulement la ceinture d'astéroïdes à l'exploitation économique, mais nous servira également de tremplin vers les confins du système solaire. La colonisation des lunes de Jupiter pourrait s'en suivre. En d'autres termes, la colonisation de Cérès pourrait rapporter gros. Non seulement elle nous permettrait d'explorer et de comprendre tout ce monde fascinant, mais elle pourrait également nous fournir des ressources précieuses qui nous aideraient à poursuivre l'exploration et la colonisation du système solaire. La vie sur Cérès serait difficile, mais passionnante, car les humains auraient là un nouveau foyer afin d'explorer les mystères de l'univers. Imagine tous les nouveaux restaurants et magasins que nous pourrions avoir. Bienvenue à Cérès Marché, où tout est extraordinaire. Si tu aimes les chasses au trésor cosmique, Cérès est bien la destination qu'il te faut. Pense simplement à mettre des poids à tes pieds afin de ne pas t'envoler. La NASA et la Chine prévoient toutes les deux d'envoyer des humains sur Mars. Les deux agences spatiales s'apprêtent à lancer les premières missions avec équipage d'ici 2033. C'est-à-dire au moment où Mars et la Terre joueront au chat et à la souris. Et ce n'est pas tout. D'autres missions pourraient être lancées en 2035, 2037 et au-delà. L'objectif ultime est de construire un habitat martien pour l'exploration et la recherche future. Alors, comment vont-ils s'y prendre? Essayons de le découvrir. Se rendre sur Mars n'est pas aussi simple que de sauter dans une fusée. La distance entre nos deux planètes peut varier considérablement avec le temps, allant d'environ 573,27040 km à 4,2336 km. Et même avec notre meilleure technologie, il faut 6 à 9 mois pour se rendre sur la planète rouge. Ainsi, un voyage aller-retour vers Mars impliquerait de passer 3 ans loin de la Terre, de subir des radiations supplémentaires et de flotter en microgravité. Mais le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a de bonnes nouvelles à t'annoncer. Des scientifiques travaillent sans relâche à concevoir une mission à architecture minimale vers Mars. Ils pensent que 2033 est l'année idéale pour réaliser cette mission. Voici ce qu'il en est. Tous les 15 ans, les planètes rocheuses, Vénus, la Terre et Mars, s'alignent parfaitement pour créer une zone cosmique idéale. La mission tirera le meilleur parti de cet alignement rare et effectuera une manœuvre d'assistance gravitationnelle épique en utilisant Vénus. C'est un peu comme si nous recevions un coup de pouce d'un lance-pierre planétaire. Nous accélérerons notre vaisseau spatial et réduirons ainsi la nécessité de produire notre propre propulsion. Le rapport évoque également des idées très intéressantes, comme l'utilisation de l'énergie nucléaire pour les moteurs des engins spatiaux et l'utilisation des ressources martiennes pour fabriquer des objets. Ces technologies pourraient accélérer les voyages spatiaux, protéger les astronautes des radiations et faciliter la vie dans l'espace. Elles pourraient même nous permettre de créer des ressources et du carburant sur Mars. Voici donc comment se présente le projet. Dans un premier temps, nous lancerons le vaisseau spatial en direction de Mars. Il passera environ 30 jours en orbite haute,
explorant et recueillant de précieuses données. Ensuite, il retournera sur Terre, en passant rapidement par Vénus. L'aventure durera donc environ 570 jours, soit 1,6 années. Et une aventure plus courte signifie moins d'exposition aux radiations. Il ne faut pas oublier que cette mission se concentrera sur l'orbite de Mars plutôt que sur le débarquement sur sa surface. Il s'agit simplement de préparer le terrain pour de futures missions d'atterrissage. Tout comme la mission Apollo 8 qui a orbité autour de la Lune avant l'atterrissage historique d'Apollo 11. Atterrir sur Mars en 2033 est peut-être un peu trop ambitieux en raison des contraintes financières, mais qui sait, si tout se passe bien, cela pourrait devenir une réalité. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Nous n'avons pas besoin de nouvelles technologies ou de véhicules sophistiqués pour tout cela. Nous utiliserons ceux qui sont déjà en production ou à l'étude dans le cadre du programme Artemis pour la Lune. Détaillons notre véhicule de mission martienne. Un grand puzzle composé de nombreuses pièces. Et devine quoi? Il a été assemblé par une communauté de passionnés de l'espace en 2017. En effet, ce ne sont pas les scientifiques qui ont commencé à le fabriquer. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une simple idée fantastique. La plupart de ces choses sont déjà en train de se concrétiser, étant fabriquées ou planifiées par la NASA. Jetons donc un coup d'œil à ce concept. Tout d'abord, il y a le vaisseau spatial Orion. C'est le vaisseau qui emmènera l'équipage en orbite autour de la Terre et le ramènera sain et sauf à la maison. C'est une sorte de taxi spatial très sophistiqué, et c'est peut-être le taxi le plus performant qui ait jamais existé. Il est équipé de 3 puissants étages de propulsion. Nous utilisons également un carburant spécial qui n'a pas besoin d'être ultra froid comme dans les films. Ensuite, il y a le Earth Departure Stage, l'étape du départ de la Terre. Il s'agit d'une partie importante de la mission. Elle nous aide à effectuer une poussée puissante qui nous enverra sur Mars. Ensuite, il y a l'habitat de transit martien. C'est là que l'équipage vivra et se détendra pendant son voyage vers Mars, comme dans une maison spatiale confortable avec tout ce dont il a besoin pour être à l'aise. Et enfin, l'étage de descente dans l'orbite martienne. Lorsque nous atteindrons Mars, cet engin impressionnant nous aidera à ralentir et à entrer dans son orbite en douceur. C'est notre expert en manœuvre. Même l'habitat de transit martien est en cours de développement et pourrait même être testé dans quelques années. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie pour que tout soit prêt pour notre incroyable mission sur Mars d'ici 2033. En d'autres termes, il s'agit de travailler avec ce que nous avons et de faire en sorte que les choses se passent bien. Parlons maintenant du calendrier du projet. Mi-2028, l'action va commencer. Tout d'abord, il faudra effectuer quelques vols d'essai. Nous enverrons 2 étages à l'avance pour nous assurer que nous pouvons revenir sur Terre en toute sécurité. Ces 2 étages se rejoindront, comme 2 vaisseaux spatiaux, qui deviendraient les meilleurs amis du monde. Ils se mettront en orbite autour de la planète rouge et reviendront ensuite à la maison. Pour ce faire, nous utiliserons de puissantes fusées et 13 lancements commerciaux. Ce sera une grande fête de l'espace. Fin 2032. Après tout cela, nous lançons le véhicule de mission martien entièrement assemblé sur l'orbite terrestre haute. Jusque-là, c'est un véhicule vide qui attend des astronautes. Si tout va bien, il sera prêt pour la vérification finale. Mars 2033. Il est temps pour notre courageux équipage et son vaisseau spatial Orion de se joindre à la fête. Nous les lançons et ils rejoignent le Mars Mission Vehicle en orbite terrestre. Ils s'assureront que tout est en ordre avant le départ pour Mars. La flexibilité est importante, afin que nous puissions ajuster nos plans si nécessaire. Avril 2033. Tout le monde est prêt pour l'aventure. Nous effectuons une puissante combustion, comme une grande poussée qui nous envoie sur le chemin de Mars. L'équipage voyagera pendant environ 200 jours. Novembre 2033. Enfin, l'équipage atteint la planète rouge. Une fois en orbite autour de Mars, les astronautes passeront environ 30 jours à explorer la planète et à faire des choses géniales dans l'espace. Mars sera notre terrain de jeu. Au moment de rentrer chez eux, ils diront au revoir à l'étage qui les a aidés à se mettre en orbite autour de Mars. Ensuite, leur véhicule rejoindra les 2 étages que nous avons envoyés en amont. Vous vous souvenez de ces copains de l'espace? Il faudra ensuite environ 340 jours pour que l'équipage revienne sur Terre. C'est là que nous utiliserons la gravité de Vénus pour tourner autour du Soleil. Pour maintenir l'équipement et l'équipage à la bonne température, nous aurons un parasol qui nous protégera de la chaleur du Soleil, puisque nous en serons très proches.
Enfin, Orion rentrera dans l'atmosphère terrestre et se jettera à l'eau. Quelle fin héroïque! Et ce n'est que le début. Notre formidable équipe a un autre projet pour les aventuriers les plus courageux. Il s'agit d'une trajectoire en conjonction avec une mission de longue durée. Elle sera lancée en avril 2033 et durera longtemps, 950 jours. Cela représente plus de 2,5 années, dont 550 jours passés en orbite martienne. Elle nécessite moins de lancements depuis la Terre, mais présente des défis différents, comme le fait de passer plus de temps en microgravité et de faire face à une augmentation des radiations. Nous aurons donc besoin de véritables héros de l'espace pour cette mission. Mais, bien sûr, il y a des obstacles majeurs à franchir avant que tout cela ne devienne réalité. Des experts ont examiné de près le programme Journey to Mars de la NASA et ont constaté qu'il nécessitait de sérieux changements. Il existe quelques domaines à haut risque, comme les systèmes de survie pour les missions de longue durée, l'utilisation de l'énergie solaire pour la propulsion, la production d'oxygène sur Mars, etc. Ils s'inquiètent également des délais, du financement et de bien d'autres choses. Ainsi, selon eux, respecter l'échéance de 2033 pourrait être impossible avec les plans et les budgets actuels. Même l'objectif de 2035 comporte des risques importants et des retards possibles. Mais bon, l'exploration spatiale n'a jamais été facile, n'est-ce pas? Avec une détermination réaliste, tout est possible. Il est fort probable que l'idée d'envoyer des hommes sur Mars se concrétise avant 2040. La NASA s'efforce de mettre au point le plan et les détails qui permettront d'y parvenir. Ainsi, même s'il reste encore des obstacles à franchir avant que cela ne devienne une réalité, le rêve d'envoyer des humains sur Mars est excitant. C'est une aventure passionnante, pleine de défis, de découvertes et d'esprit d'exploration humaine. Alors montrons à l'univers de quoi nous sommes faits, et ce sera surtout du carbone. Des centaines de vaisseaux spatiaux décollent de la surface de la Terre et se dirigent vers Mars. Avance rapide de 7 mois, et cette flotte spatiale est toute proche de la planète rouge. Bientôt, ils vont tous atterrir, et quelques milliers d'êtres humains deviendront les premiers citoyens de Mars. Peut-être ne retourneront-ils jamais sur leur planète natale, parce qu'il y aura ici absolument toutes les conditions pour une vie confortable. Il faut du temps et de nombreuses expéditions pour créer une colonie autosuffisante sur Mars. Voici comment, étape par étape, les gens pourraient y construire une ville à part entière, avec des usines, des hôpitaux, des logements et même des bars et des restaurants. Tout d'abord, il faut choisir le bon moment pour lancer la fusée. Une fenêtre de lancement s'ouvre une fois tous les 780 jours, lorsque la distance entre la Terre et Mars est la plus courte. Dans ce cas, le voyage prendra environ 6 à 7 mois. Passons à la rampe de lancement. Ici, nous voyons le vaisseau spatial relié à une fusée d'appoint. Allumage des moteurs. La fusée envoie le vaisseau spatial dans les airs. Elle se désarime ensuite et retombe sur la Terre. Au même moment, les moteurs du vaisseau spatial se mettent en route et le propulsent vers l'orbite de stationnement de la Terre. Pour effectuer cette ascension, le vaisseau a utilisé presque tout son carburant et doit maintenant être ravitaillé. Pour ce faire, nous utilisons à nouveau notre fusée. Une énorme grue accroche un autre vaisseau spatial à la fusée. Il y a d'énormes réservoirs de carburant à l'intérieur de ce deuxième vaisseau. La fusée décolle de la Terre et emmène le ravitailleur en orbite. Il s'arrime au premier vaisseau spatial et le remplit de carburant. Le voyage dans l'espace peut nécessiter un total de 5 ravitaillements de ce type. Et pour la première mission visant à construire une colonie sur Mars, nous avons besoin de 5 vaisseaux spatiaux principaux. Cela fait donc environ 25 lancements depuis la Terre. Si l'on considère que la fusée coûte 230 millions de dollars, le ravitailleur 130 millions de dollars et le vaisseau lui-même 200 millions de dollars, le prix de la mission à ce stade est déjà impressionnant. Donc, allumage, avance rapide dans le temps et les 5 premiers vaisseaux descendent vers la surface de Mars. Ces vaisseaux n'ont pas amené les premiers humains. Ils ne transportent que des charges utiles, comme des réserves de nourriture et d'eau, de l'oxygène pour respirer et des fournitures médicales. Il y a aussi les premiers modules de vie, des systèmes de gestion des déchets et un grand nombre de panneaux solaires pour produire de l'électricité. Avant d'atterrir, l'un des vaisseaux lance un système de satellites en orbite. Il assurera la communication sur la planète rouge. Les robots commencent leur travail sur Mars. D'abord, tout un tas de petits rovers s'alignent et déplient des panneaux solaires. Leur surface totale atteint la taille de 7 terrains de football.
Ils sont beaucoup moins efficaces sur Mars que sur Terre. Les fréquentes tempêtes de sable recouvrent la surface des panneaux. Mais en même temps, les vents forts de la planète rouge aident aussi à balayer tout ce sable. D'autres rovers, équipés de puissantes foreuses, commencent à chercher de l'eau dans le sol martien. Lorsqu'ils trouvent de l'eau, les gens commenceront à produire du carburant. Nous combinerons le dioxyde de carbone de l'atmosphère avec l'eau extraite à une température élevée et sous haute pression. Cela permettra d'obtenir du méthane pour les fusées et de l'oxygène pour respirer. Depuis février 2021, le rover Perseverance de Mars teste la technologie d'extraction de l'oxygène. Il y a un boîtier à l'intérieur baptisé MOXIE pour Mars Oxygen ISRU Experiment. Ce dispositif aspire l'air martien à l'intérieur, puis, sous haute pression, extrait un atome d'oxygène du dioxyde de carbone. Un tel appareil, de la taille d'une boîte à chaussures, peut fournir suffisamment d'oxygène pour qu'un astronaute puisse respirer. Mais si l'on construit le même mécanisme de la taille d'une grande usine, il produira de l'oxygène pour une colonie entière et rejettera le reste dans l'atmosphère de Mars. Un autre groupe de rovers travaille à transformer la surface de Mars en zone d'atterrissage pour préparer la prochaine étape de colonisation de la planète rouge. À ce moment-là, la population robotique de Mars travaille à ces tâches depuis 2 ans et 2 mois, et les humains sur Terre ont attendu qu'une nouvelle fenêtre de vol s'ouvre. Cette fois, ce ne sont pas 5, mais 12 vaisseaux spatiaux qui arrivent sur Mars. 10 d'entre eux sont des vaisseaux cargo qui apportent des matériaux de construction, du carburant et d'autres fournitures, ainsi que beaucoup d'équipements scientifiques et des imprimantes 3D. 2 autres vaisseaux transportent les premiers astronautes interplanétaires. Les portes des vaisseaux s'ouvrent et 30 héros posent le pied sur la surface de Mars pour la première fois de l'histoire. Ces personnes sont des scientifiques, des ingénieurs et des médecins. Ils ont subi un processus de sélection très strict et un long entraînement pour devenir les premières personnes à fouler une autre planète. Et ces personnes n'ont pas de billet de retour. Ils devront rester sur Mars pendant au moins 2 ans. Pour l'instant, les astronautes vivent encore dans leur vaisseau spatial et essaient de s'habituer aux conditions inhabituelles de Mars. La température ici est d'environ -62 degrés Celsius. De plus, la gravité sur Mars est 2,5 fois plus faible que sur notre planète natale. Cela signifie qu'une personne ici peut sauter 2 fois plus haut et soulever des objets plus lourds. Mais les muscles du corps humain ont du mal à s'habituer à une telle différence. Les astronautes ne peuvent donc pas travailler à plein temps. La première chose qu'ils font est de décharger les cargos et de déployer les systèmes de survie. Certaines personnes expérimentent la transformation du sol martien en matériaux pour les imprimantes 3D. D'autres installent des serres et cultivent le sol pour faire pousser des plantes. Le système de recyclage des déchets humains que les robots ont apporté ici est utilisé pour fabriquer des engrais pour les plantes. Encore 2 ans et 2 mois ont passé. Nous assistons au lancement d'un vaisseau spatial, non pas depuis la Terre, mais depuis Mars. Les 30 astronautes ont terminé leur mission et sont sur le chemin du retour. Il est plus facile pour les vaisseaux spatiaux de décoller de Mars car la force gravitationnelle y est moins conséquente. Au même moment, des vaisseaux sont lancés depuis la Terre. Ils amènent près de 100 nouveaux colons et encore plus de fournitures sur Mars. Lorsque cette flotte spatiale arrive sur la planète rouge, les astronautes peuvent goûter les premiers aliments cultivés ici. Les imprimantes 3D commencent à construire des maisons sur Mars. Elles impriment des enveloppes extérieures à partir du sol martien et de déchets végétaux. Ces coquilles protégeront les habitations des radiations solaires et des vents violents. À l'intérieur des coquilles, les gens construiront des maisons permanentes, gonflables et équipées de modules apportés directement depuis les vaisseaux spatiaux. Ces maisons ont des plateformes d'habitation, des plateformes de recherche et des centres de communication. La construction se poursuit pendant 2 ans encore, jusqu'à ce que la prochaine fenêtre de vol s'ouvre à nouveau. Certains astronautes quittent Mars, mais de plus en plus de personnes viennent ici à chaque nouvelle mission. Ils ne vivent plus à bord des vaisseaux spatiaux. Il y a des maisons souterraines confortables et des abris imprimés en 3D. La plupart des aliments sont déjà produits sur Mars. Une nouvelle génération de robots travaille avec les agriculteurs. D'autres robots aident à construire encore plus de maisons pour accueillir la population humaine toujours plus nombreuse. Encore 2 années se sont écoulées. Diverses agences spatiales lancent leur mission vers Mars. Il y a plus de gens, plus de matériel scientifique et même des aquariums avec des poissons. En 2035, Mars et la Terre sont à une distance record. Les gens envoient donc une énorme flotte de vaisseaux avec des astronautes et des matériaux de construction. À ce moment-là, la colonie humaine ressemble à une petite ville, avec de nombreux dômes interconnectés. Ses habitants ont déjà commencé à construire un réseau souterrain de tunnels pour se déplacer entre les maisons, les laboratoires et les usines. Ils ont également construit le premier hôpital.
2 ans plus tard, la population de Mars atteint la barre des 1500 habitants. Presque toutes ces personnes deviendront des résidents permanents de la planète. 4 ans et 2 autres fenêtres de lancement plus tard, le premier restaurant ouvre ses portes. La construction d'une centrale nucléaire commence également. Une fois qu'elle sera terminée, les Martiens n'auront plus besoin d'un approvisionnement constant depuis la Terre. D'en haut, la colonie ressemble à une petite ville. Il y a une section agricole, où l'on cultive de la nourriture, une section d'habitation et une zone industrielle. Et à chaque nouvelle mission, les gens apportent de plus en plus de panneaux solaires. Désormais, leur surface totale équivaut à des dizaines de terrains de football. Tout cela permet aux astronautes de se sentir comme chez eux. De plus, ils n'ont pas besoin d'attendre les réserves de nourriture de la Terre. 20 ans de colonie humaine sur Mars. La population est maintenant d'environ 30 000 personnes. Les travailleurs commencent à faire venir leurs familles sur Mars. Les premières écoles sont construites. 30 ans plus tard, la population compte déjà plus de 100 000 habitants. L'infrastructure de la colonie lui permet d'être complètement autosuffisante. Les gens produisent suffisamment de nourriture, obtiennent suffisamment de carburant et d'oxygène. À ce moment-là, les premières plantes commencent à pousser dans le sol martien. Il y a de plus en plus d'oxygène dans l'atmosphère de la planète, les arbres plantés dans les serres y contribuent. L'effet de serre dû à toute l'activité humaine contribue à réchauffer la surface de Mars, ne serait-ce qu'un peu. Les gens doivent encore porter des combinaisons spatiales lorsqu'ils vont à l'extérieur. Il faudra encore de nombreuses années avant que les gens puissent respirer sur Mars comme ils le font sur Terre. Petit à petit, des rivières et des lacs apparaîtront. Des plantes vertes couvriront la plupart des terres. Et alors, les habitants de Mars pourront sortir sans masque à oxygène et considérer la planète rouge, désormais verte, comme leur maison.